Bienvenue à ce 42e colloque du RPH intitulé Masochisme avec S. C'est parce que je dois être maso. Une phrase d'une patiente. Maso. Est-ce un surnom affectueux? Enchérir son symptôme. Peut-être, d'autant plus à juste titre quand il est question de masochisme. Est-ce qu'il peut en être autrement? Il ou elle aime ça. Nous avons tous entendu cette phrase. Il aime ça. Elle aime ça. Mais ça quoi, en fait? On parle d'une personne répétant inlassablement la même erreur. Elle aime ça. La langue française est géniale. Bon, je pense que la connotation sexuelle n'a pas pu vous échapper. Alors que la phrase de la patiente résonnait encore dans mes oreilles, c'est parce que je dois être maso, je suis tombée complètement par hasard dans le métro, peut-être une publicité que vous avez vue également dans le métro, en fait d'une illustration, une illustration d'une compréhension commune sur le masochisme. D'ailleurs, juste en arrivant, je l'ai vue. Si vous êtes arrêté à Grand Boulevard. Donc en fait, il y avait 3 grands panneaux. Et sur chacun, il y avait un personnage qui galérait un peu. Donc il y avait un monsieur d'une quarantaine d'années, une maman avec sa poussette et son bébé qui essayait de descendre les escaliers, avec sa poussette, en difficulté. Et aussi il y avait une mamie avec son chat. Et les 3 personnages étaient habillés d'une combi en cuir ou latex, je ne sais plus, évoquant l'univers BDSM. Et il y avait une phrase. C'était « Aujourd'hui, si on garde un syndic, parce que c'était une publicité pour les syndics, après 2 mois sans ascenseur, c'est qu'on aime ça. » Souligné en rouge. Nous y voilà encore. C'est qu'on aime ça. Urk. Nous ne sommes pas censés. Ça quoi? Est-ce innommable? Est-ce honteux? Est-ce si grave, docteur? Bon. Vous me pardonnerez ma digression sur cette publicité. Si elle est juste du point de vue psychanalytique, n'est pas le sujet, mais elle comporte des éléments intéressants dans la compréhension du masochisme. Donc, dans cette ouverture, nous allons faire une petite esquisse du ou des masochismes. Des masochismes au pluriel. Pourquoi des masochismes si nous entendons plus fréquemment le masochisme au singulier? Bon, c'est un peu une question rhétorique. Parce que très tôt dans les écrits de Freud, en fait, il y avait il était question de 3 masochismes. Le masochisme érogène, le masochisme féminin et masochisme moral, dès le départ. Donc, même si, par exemple, nous avons, encore une fois, l'un des textes clés qui s'appelle « Le problème économique du masochisme », 1924. Donc, en plus de cette pluralité, nous allons voir également une dimension supplémentaire, celle du dualisme entre masochisme mortifère et masochisme au service de la vie. Et là, je me réfère aux écrits de Freud, certes, mais aussi Rosenberg. Donc, dans le titre du livre en question, c'est « Masochisme mortifère et masochisme gardien de la vie », 1991. Tout d'abord, et on y arrive enfin, c'est quoi le masochisme? Une aberration sexuelle parmi tant d'autres? Une perversion? Parce qu'aimer se faire du mal, ou autrement dit, prendre du plaisir dans la souffrance ou l'humiliation subie, ça semble bizarre tout ça. Et donc l'énigme du masochisme. Le principe de plaisir est un concept indéniablement clé de la pensée freudienne. Plus qu'un pilier, la base même du psychisme humain. Donc l'individu cherche à éviter l'accumulation des tensions, le déplaisir, par la satisfaction de ses instincts et pulsions. La quête du plaisir serait, selon cette définition, une quête perpétuelle, une décharge de tout instant. Je reviendrai sur « de tout instant ». Freud s'aperçoit de la lignée de ce côté-là un petit peu absolu du principe de plaisir. Et justement, cela a un lien avec sa difficulté à faire cohabiter ce principe de plaisir et le masochisme.
Alors, si je reprends un petit peu la première définition que j'ai donnée, ça veut dire si j'ai faim, je dois manger tout de suite. Bon. Principe de plaisir, de plaisir tiré des plaisirs. Principe de plaisir des plaisirs. Alors, personnellement, je préfère cette appellation qui, pour moi, va justement au-delà du principe de plaisir. Et peut-être, en fait, ne s'inscrit pas dans une dualité, mais une sorte de nœud, d'alliance entre les deux. Revenons à nos moutons, le masochisme. Dans Le problème économique du masochisme, 1924, Freud emploie l'expression « besoin de punition » pour reprendre son concept de « sentiment inconscient de culpabilité » évoqué en 1907 dans « Action compulsionnelle et exercice religieux ». Finalement, culpabilité et masochisme, est-ce que c'est la même chose? Alors, dans cette ouverture, je ne m'attarderai pas sur la question. Je pense que mes collègues vont l'aborder un peu plus longuement. Simplement, Freud dit, dans le premier, donc la culpabilité, l'accent porte sur le sadisme accru du surmoi auquel se soumet le moi. Dans le second, le masochisme moral, il porte au contraire sur le masochisme propre du moi qui réclame punition. Donc, qui réclame punition, qu'elle vienne du surmoi ou de l'extérieur, des puissances parentales. Pour Rosenberg, ce qui sépare fondamentalement la culpabilité du masochisme, c'est la question du lieu de la satisfaction. Dans la culpabilité, la satisfaction est une satisfaction libidinale qui a son objet propre. Et la culpabilité fait suite à cette satisfaction, alors que dans le masochisme moral, la satisfaction, ou du moins la satisfaction essentielle, réside dans la culpabilité même. C'est le sentiment de culpabilité qui est érotisé, c'est-à-dire masochiquement investi. Alors, également la question du masochisme, névrose et perversion, les liens aussi entre les trois seront abordés un peu plus longuement plus tard. Si un bébé ne mange pas dans la minute qui suit ses pleurs de réclamation, si tout va bien, il n'en meurt pas. Si nous, adultes, pouvons atermoyer une satisfaction, c'est parce que, de la même façon que pour le bébé, nous pouvons admettre le principe de déplaisir. Nous pouvons attendre. Freud élargit sa conception du plaisir comme quête absolue. Il vient même à constater qu'il serait dangereux, mortel. Donc en fait, si on ne peut pas attendre, si on peut mourir tout de suite de faim, de soif, etc. Donc en fait, il serait mortel sans une dose de déplaisir, de masochisme. En effet, si nous n'étions capables un tant soit peu de supporter les premières tensions de la vie, telles que la faim et la soif, nous n'aurions pu exister. C'est ainsi que le masochisme primaire vient à la rescousse de la vie. Bon, jusqu'à là, tout va bien. Et donc, c'est quoi un masochisme qui tourne mal? Peut-être c'est un masochisme qui tourne trop bien, en fait. L'individu a investi masochiquement toute douleur. Et c'est comme ça que certains patients... en fait, psychotiques par exemple, peuvent ne pas ressentir la douleur de mutilation, qui se sont infligés eux-mêmes. Investie de la sorte, cette douleur est supportée, voire devient plaisante. Et donc, bien sûr, c'est dangereux. Rosenberg parle d'autisme masochique centré autour de l'excitation en soi. Et ce qui est perdu dans l'autisme, c'est justement l'éros et l'objet. Dans cette relation d'excitation autistique, la projection sadique vers l'extérieur est rendue caduque. Donc, projeter le mauvais vers l'extérieur et introjecter le bon. La plus grande part de la pulsion de mort est par conséquent maintenue à l'intérieur. Ce que permet le masochisme dans le premier cas est justement l'investissement de l'objet. Dans le deuxième, l'objet risque d'être perdu. On peut voir dans le sadisme une défense contre le potentiel mortifère du masochisme. Au final, c'est peut-être qu'une question de dose. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup.